Les mois se suivent et se ressemblent. Hélas, ces derniers temps, la tension énergétique et économique provoquée par la guerre en Ukraine ne faiblit pas. Les effets secondaires sont de plus en plus visibles et tangibles, sans compter le retour à la normale en matière de dépenses publiques dans la continuité des décisions post-Covid. Va-t-on, comme beaucoup le prédisent, vers une période de récession de l'économie mondiale ? Récession, c'est peut-être un mot, c'est peut-être prématuré de parler de récession, mais c'est clair que les perspectives pour la conjoncture mondiale se sont assombries. Il y a beaucoup de facteurs négatifs à l'heure actuelle, entre la hausse des taux, entre l'augmentation de l'inflation, la hausse des coûts de l'énergie, toujours des problèmes d'approvisionnement dans certains domaines. Donc tout ça mis ensemble fait qu'effectivement, on constate que maintenant, il y a de plus en plus de signes d'un ralentissement de la conjoncture. Est-ce qu'on va jusqu'à vers une récession? Ça dépend aussi un peu comment on définit la récession. On dit toujours la récession, c'est 2 trimestres consécutifs de croissance négative. Ça, on pourrait y être déjà aux États-Unis, puisque le premier trimestre a été négatif. Le deuxième le sera en principe aussi. On aura les chiffres fin juillet. Donc, techniquement, l'économie américaine est déjà en récession. Donc, c'est pour ça aussi qu'il faut un peu voir comment on définit la récession. Mais clairement, encore une fois, les perspectives économiques se sont affaiblies. Faut-il rajouter la toute récente crise politique en Italie dans la liste des points négatifs ? Ce n'est certainement pas un point positif. Donc, je dirais là, on est plutôt dans la problématique de la zone euro, qui effectivement, où peut-être les perspectives d'un ralentissement, ou le risque de récession est encore plus grand qu'aux États-Unis, par exemple, pour les raisons qu'on sait. On est importateur net d'énergie, contrairement aux États-Unis. Donc, clairement, on est plus affecté par ça. Et effectivement, ce que l'Italie, finalement, montre à nouveau, c'est les défauts de construction de la monnaie unique, qui aujourd'hui, à nouveau, dans une période de hausse des taux d'intérêt, deviennent à nouveau beaucoup plus visibles. L'inflation s'est invitée évidemment dans les débats depuis le début de l'année. Des mesures ont été prises par les banques centrales et par les gouvernements. Est-ce que cela suffit pour apaiser les tensions inflationnistes ? Je pense qu'effectivement, on peut dire qu'on est peut-être à la veille quand même d'un recul cyclique de l'inflation. Ce que je veux dire par là, c'est si on va vers un ralentissement économique, quelque part, ce serait logique aussi d'assumer que l'inflation aussi va baisser quelque peu. Et 2, on voit effectivement déjà dans un certain nombre de domaines, et notamment aussi les matières premières, les cours des matières premières ont pas mal baissé ces derniers temps parce que justement, il y a déjà eu ces craintes de récession. Donc tout ça, dans un premier temps, devrait quand même aussi faire rebaisser quelque peu l'inflation. Mais je pense qu'il faudra distinguer entre un recul cyclique et un recul structurel. Donc ici, on parle surtout d'un recul cyclique avec le danger que les pressions inflationnistes sous-jacentes restent relativement présentes. La toute récente décision prise le 21 juillet par la Banque centrale européenne va-t-elle dans le bon sens ? Oui, elle va clairement dans le bon sens parce qu'on était dans cette situation un peu incongrue où on avait une inflation dans la zone euro de 8,6% et on avait un taux de dépôt de la Banque centrale européenne qui restait négatif. Donc, quelque part, c'était un peu absurde. Donc, de ce point de vue, c'est un premier pas dans la bonne direction, oui. On a longtemps pointé du doigt aussi la politique assez immobiliste de la Réserve fédérale américaine. On a l'impression que depuis quelques semaines, elle rattrape un peu le temps perdu et le retour de balancier est assez violent. Est-ce que c'est une bonne chose aussi ? Oui, mais c'est vrai qu'effectivement, pour les marchés financiers, c'est clairement pas une bonne chose. Parce qu'effectivement, il y a eu un changement finalement à 180 degrés de l'attitude de la Banque centrale américaine qui l'année dernière disait cette hausse de l'inflation n'est que temporaire et qui, je dirais, depuis la fin de l'année dernière, début de cette année-ci, a vraiment fait de la lutte contre l'inflation son objectif prioritaire et qui maintenant, effectivement, procède à un resserrement monétaire assez agressif. Mais encore une fois, là aussi, on peut le comprendre. Le dernier chiffre sur l'inflation était de plus de 9% aux États-Unis. Donc, quelque part, là aussi, c'est logique que par rapport à ça, la Banque centrale relève ses taux directeurs. Vous parlez des marchés financiers qui sont effectivement sous pression, crainte inflationniste, hausse des taux d'intérêt, ralentissement conjoncturel, crainte de récession, les politiques des banques centrales. Ça fait un peu beaucoup à la fois, non ? Oui, tout à fait. Et il faut clairement dire que, du moins à court terme, l'environnement pour les marchés financiers, a priori, n'est pas très bon. Parce qu'entre la poursuite du resserrement monétaire des banques centrales et de l'autre côté, la possibilité d'un ralentissement de la conjoncture mondiale, il y a les 2 facteurs qui, a priori, sont importants, notamment pour les actions, c'est-à-dire d'un côté les taux d'intérêt et de l'autre côté les bénéfices des entreprises qui risquent d'aller dans le mauvais sens. Il y a quand même des raisons de rester optimiste dans ce contexte qui a l'air assez sombre ?
Il y a toujours des raisons de rester optimiste. Finalement, lorsqu'on investit en actions, on investit dans des entreprises. Donc, à moins de ne plus croire aux entreprises et à la dynamique des entreprises, il y a toujours des raisons de rester optimiste. Pour moi, l'autre facteur, c'est peut-être aussi que peut-être la hausse des taux d'intérêt ou le resserrement monétaire ne va pas aller aussi loin que les marchés ou même les banques centrales elles-mêmes semblent le penser à l'heure actuelle, parce que tout simplement les problèmes qui pourraient venir de la hausse des taux d'intérêt dans une économie fortement endettée et dans des marchés financiers quand même quelque part fragiles pourraient éclater au courant jour si justement les taux d'intérêt montent trop et surtout trop rapidement. L'euro, de son côté, n'a jamais été aussi faible vis-à-vis du dollar et même vis-à-vis d'autres monnaies. Est-ce qu'il faut s'en inquiéter aussi ? L'euro, effectivement, depuis le début de l'année, est une monnaie faible. Et quelque part, ça s'explique parce que, contrairement justement à la Réserve fédérale, la Banque centrale européenne a quand même longtemps attendu avant de monter ses taux, malgré une inflation qui est élevée. Et deux, il y a ces défauts de construction. Le marché sait très bien que la hausse des taux d'intérêt, c'est très joli, mais d'un autre côté, ça risque à nouveau de faire augmenter le différentiel d'intérêt entre les pays du Nord et les pays du Sud, cette fameuse fragmentation. Et donc, à ce moment-là, le marché doute que la Banque centrale européenne soit vraiment prête à aller aussi loin dans son resserrement monétaire que, par exemple, la Réserve fédérale. Et clairement, c'est un facteur qui pèse pour l'instant quelque peu sur l'euro. Ça veut dire que la décision du 21 juillet ne va pas forcément renforcer l'euro comme par enchantement, on va dire ? Elle va, comme la hausse était quand même à la rigueur plus forte que prévu. En tout cas, on parlait de 25 points de base ou 50 points de base. La Banque centrale européenne a relevé ses taux de 50 points de base. Donc, c'est clairement plutôt, je dirais, ça renforce quand même quelque peu à nouveau sa crédibilité et donc quelque part peut-être aussi la confiance dans l'euro. Sachant que de toute façon, dans les marchés d'échange, tout ce qui est escompté ou tout ce qui est attendu est quelque part déjà escompté dans les cours. Donc, il faudrait que par rapport à ce qui est attendu, la situation change, que la Réserve fédérale soudainement devienne moins agressive ou encore plus agressive, et idem pour la Banque centrale européenne. Mais je dirais clairement, effectivement, ce doute des investisseurs que la Banque centrale européenne finalement aille aussi loin dans la lutte contre l'inflation que la Réserve fédérale américaine, c'est ça clairement qui pèse sur le cours de l'euro. Vous évoquiez au début de cet entretien la situation aux États-Unis, techniquement en phase de récession. Est-ce que, nouvelle fois, c'est cette situation américaine qui va se répercuter et transpirer sur le reste du monde dans les prochains mois ? Ou est-ce que l'Europe a aussi ses spécificités ? Et je pense que le conflit en Ukraine est également un élément clé qui va peut-être changer la donne. Oui, soyons clairs. Donc, cette soi-disant récession aux États-Unis, ces 2 trimestres consécutifs de recul du produit intérieur brut, c'est simplement, donc c'était le premier trimestre par rapport au 4e trimestre l'année dernière qui était exceptionnellement fort. Donc, c'est pas comme, je voulais pas donner l'impression que l'économie américaine est plus faible que l'économie de la zone euro. C'est clairement le contraire. Donc, les risques d'un ralentissement majeur sont plus grands dans la zone euro parce que justement, il y a cette dépendance énergétique. On ne sait pas s'il y aura du rationnement de tout ce qui est gaz en provenance de la Russie. Donc, tout ça fait que comme on est un importateur net d'énergie, donc ça fait clairement que le risque d'un ralentissement important est plus grand dans la zone euro. Ceci étant dit, oui, l'économie américaine reste quelque part la locomotive de l'économie mondiale et dès qu'il y a un ralentissement plus prononcé de l'économie américaine, on voit que la conjoncture mondiale a tendance à souffrir, d'autant plus que pour l'instant, l'autre grand moteur de l'économie mondiale, la Chine, n'est pas encore ou ne semble pas non plus à la veille d'une accélération importante. On évoquait tout à l'heure aussi les marchés financiers sous pression. On n'est quand même pas encore au bord d'un krach. Non, on n'est pas nécessairement à la veille d'un krach, mais d'un autre côté, encore une fois, les perspectives se sont assombries. On voit surtout qu'aujourd'hui, finalement, depuis la crise financière, les objectifs des banques centrales, c'est-à-dire de stimuler la croissance et de lutter contre la déflation, étaient extrêmement favorables au marché financier. Donc maintenant, les objectifs des banques centrales, déjà quelque part, les 2 grands objectifs des banques centrales sont en conflit. Donc entre stimuler la croissance et combattre l'inflation, les banques centrales doivent faire un choix. Elles semblent opter pour le choix lutter contre l'inflation. Et ça, c'est clairement pas extrêmement positif dans un premier temps pour les marchés financiers.
Alors, qui dit marché financier en baisse, dit potentiellement regain d'intérêt pour des investisseurs. Est-ce que c'est le bon moment, justement, pour rentrer sur les marchés financiers pour ceux qui n'y seraient pas encore? Ben là, je dirais, je ne pense pas qu'on puisse généraliser. Donc, pour nous qui croyons à la gestion active et à la sélection d'opportunités d'investissement plutôt que d'investir de manière passive, donc il y a dans les marchés boursiers, il y a certaines valeurs où peut-être la baisse était exagérée, mais si on voulait généraliser, je ne pense pas nécessairement que ce soit déjà une opportunité d'achat majeure. Et il faut aussi relativiser la baisse. Donc les marchés, c'est vrai, ont baissé selon les indices entre 10 et 20% depuis leur plus haut de la fin de l'année dernière, mais restent quand même largement au-dessus de leur niveau, ne serait-ce que d'avant la pandémie ou de début 2019. Donc ce n'est pas comme si les marchés boursiers étaient déjà à des plus bas historiques, ou en tout cas à leur niveau le plus faible depuis 5 ans. Donc on a juste eu une correction par rapport à un plus haut récent. Dans la dernière publication Perspective, vous mettiez en avant un paradoxe entre le consensus des analystes qui tablent sur une progression des bénéfices des entreprises et la réalité du terrain qui laisse perplexe quant à cette progression. Comment expliquer cette différence? D'une manière générale, déjà, les analystes sont généralement optimistes. Et donc, généralement, le consensus au niveau de l'évolution des bénéfices avec ex post s'avère trop optimiste. Mais cette fois-ci, ce qui me semble surtout bizarre, c'est qu'on a quand même l'impression que dans cet environnement plus inflationniste, les marges bénéficiaires des entreprises sont sous pression. Le coût de l'énergie augmente, les salaires augmentent. Donc pour beaucoup d'entreprises, certaines entreprises savent faire passer ça à leurs clients en augmentant leur propre prix, mais d'autres entreprises ne savent pas le faire. Et donc par rapport à ça, par rapport à cette contraction des marges bénéficiaires qui risque quand même de venir, c'est un peu bizarre de penser que les bénéfices puissent continuer à fortement monter, sachant que les bénéfices des entreprises fin 2020 et 2021 ont déjà fortement monté avec la réouverture des économies, avec les programmes de stimulation des économies. Tout ça, c'est quand même quelque part derrière nous. Et de penser que par rapport à ces niveaux déjà élevés, les bénéfices continueront à progresser de manière importante, ça me paraît un peu trop optimiste. Pour l'investisseur qui hésite, quel est le comportement qui serait le plus sûr, ou en tout cas le moins risqué aujourd'hui? L'investisseur, effectivement, il doit se poser la question de son horizon d'investissement, finalement de sa tolérance, comme on appelle ça toujours, de sa tolérance au risque. On sait par exemple que pour les marchés boursiers, il y a une certaine volatilité qu'il faut être prêt à assumer. Si on ne sait pas l'assumer, il vaut mieux rester à l'écart. Mais pour moi, clairement, et ça peut paraître un peu contradictoire par rapport à ce que je viens de dire, mais encore une fois, l'environnement pour les marchés financiers, c'est détérioré, du moins à court terme, mais je continue à penser que pour quelqu'un qui réfléchit à moyen et long terme, qui veut finalement continuer à protéger son pouvoir d'achat contre l'inflation, voire même à faire progresser son pouvoir d'achat, les actions continuent à être privilégiées aux obligations, par exemple. Alors pour finir, comme c'est un peu une tradition dans ce podcast, on va parler de l'or. Pour l'instant, le cours de l'or est bridé, voire plombé par les conséquences de la politique monétaire américaine. Faut-il dès lors un peu s'éloigner de cette matière première? Oui, à nouveau, c'est une question entre effectivement horizon court terme ou horizon moyen et long terme. Horizon court terme, vous venez de le dire, effectivement les taux d'intérêt montent, le dollar est relativement fort. Donc c'est deux facteurs qui sont traditionnellement peu favorables à l'or. L'or ne paye pas d'intérêt, donc dans un contexte où les taux d'intérêt montent, l'or devient moins attractif. Et normalement, le dollar est un peu considéré comme l'alternative à l'or ou vice-versa. Et donc lorsque l'un est fort, l'autre est généralement plus faible. Donc ça, c'est clairement le court terme. Et tant que la Réserve fédérale poursuit ce resserrement agressif de sa politique monétaire, je pense que ce serait illusoire de penser que l'or ou le cours de l'or va à nouveau fortement monter. Mais à plus long terme, comme je ne pense pas nécessairement que la Réserve fédérale puisse vraiment normaliser sa politique monétaire, parce qu'encore une fois, si les taux montent trop, il y aura des problèmes économiques, des problèmes financiers, des accidents financiers. Et donc, tôt ou tard, la Réserve fédérale va peut-être utiliser un premier recul de l'inflation pour créer victoire en disant maintenant, effectivement, l'inflation est à nouveau en recul et arrêter éventuellement le resserrement monétaire. Et c'est à ce moment-là que l'or pourrait à nouveau attirer donc, la faveur des investisseurs et que le cours de l'or pourrait reprendre à la hausse.
Merci beaucoup, Guy Wagner, pour ces Merci précisions. aussi. On vous souhaite un bel été et puis rendez-vous cet automne pour la Également, suite. merci beaucoup. Merci.